bienvenue sur cette nouvelle cantina, accompagnée ce soir de la nouvelle star des réseaux, The French Palpatine. Euh, bienvenue. Ensuite, retour sur le petit sondage de la semaine dernière. Quel archétype vous préférez à l'heure actuelle dans Star Wars Unlimited? Presque 100 votants, hein, ça c'est le résultat final sur ma page. Et ça se tient la bourre, hein, entre un peu tous les archétypes. Évidemment, vu que c'est ma chaîne, c'est une chaîne de gros bourrin, le contrôle est le moins représenté et j'en suis fier. Mais voilà, mid combo, agressif et en plus ça fait bien raccord avec les résultats de Richmond. Toi, si tu devais te définir Palpatine en un archétype? Écoute, en ce moment, plus trop contrôle, plutôt mid-tempo, combo, plutôt un archétype qui sait pas trop, voilà, un archétype à voir. Ce fut contrôle pendant longtemps, mais là actuellement, effectivement, la méta nous rattrape un peu. Du coup, n'hésitez pas à poser vos questions, hein, sur le live. On va vous présenter directement les résultats. Enfin, le tournoi de Richmond, donc 598 joueurs. Nouveau record pour Star Wars Unlimited. Avec un pool de leaders post-ban de Django. Ce qui fait extrêmement plaisir. Ça, c'était le J1. Le visuel est plutôt bien fait. Je remercie d'ailleurs Nox, hein, de SW Competitive, hein, qui travaille vraiment beaucoup au visuel des choses. Ça fait plaisir, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, exactement. Écoute, autant pour le visuel, ça fait plaisir parce que c'est vrai que même sur le site de Charles de Noxem, on a vu une nette amélioration au niveau de ce qui était proposé. Et donc c'est cool parce que tu vois que les sites communautaires grandissent au fur et à mesure que le jeu avance et évolue. Donc on n'est pas sur un palier de stagnation. Et puis, on n'est pas non plus sur un palier de stagnation au niveau des leaders représentés, puisque là, Richmond, c'était un peu la foire à la saucisse depuis le ban de Django, le premier, on va dire, gros tournoi officiel. Et on a pu voir que tous les leaders étaient peu ou prou représentés, d'autres enfin certains avec plus de succès que d'autres, et on a quand même le duo de tête, enfin voire trio, hein, avec Han Solo. Qui reste inchangé, mais tu sens que ça pousse derrière et que les joueurs ont testé des choses intéressantes. On le verra tout à l'heure avec le Day 2, mais c'est clair qu'on se retrouve avec vraiment des leaders, des combinaisons leader-base qu'on n'attendait pas non plus. Et donc, je pense notamment à Vador Pilote, qui a surpris un peu tout le monde, et au fameux Mandalorien vert qui a failli crever la baraque, qui avait le soutien de tous les viewers du stream de Late Night Gaming. Bon, il a pas eu autant de succès qu'espéré, mais franchement, on a eu une très jolie méta, un peu trop agressive à mon goût, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que les visuels s'améliorent. On a notamment le swmeta.net là, qui est également un très très bon site de référencement. Et ça fait plaisir de voir un graphique comme ça. Vous voyez, il y a eu même eu des rosticots qui sont venus jouer. Euh, il y a quand même des surprises, hein. Le Bosque a bien régressé. Le Bosque a bien régressé. Le Han Solo, le SHD, donc le Han bleu, hein, qu'on a vu en France avec notamment Steppenwolf, quasiment pas représenté aux States. On voit on joue avec les mêmes cartes. Comme on dit, on a le même maillot, mais on n'a pas le même maillot, mais la même passion. Aux States, on joue avec les mêmes cartes, mais on les utilise pas de la même manière, quoi. C'est vraiment des façons de voir le jeu différents. Et je pense Exactement, qu'actuellement, et puis après, ils ont toujours été des gros joueurs de Sabine, hein, quand même, hein, aux États-Unis. C'est un peu nos Espagnols, nos Espagnols à nous, quoi. Voilà,
ou très aggro, très Sabine, etc. Mais ouais, c'est assez surprenant quand même de voir que même Bosque, qui était le leader qui a gagné Liverpool, mine de rien, s'en sort pas. Ouais. Au niveau du chat, ouais, on a Evian qui nous dit on va parler de Kira, évidemment. Hein, on va parler de Kira, on va parler de deux leaders. Mais avant de ça, on va peut-être passer au J2, oui, c'était le. Donc, moi, j'avais pas suivi exactement le live, mais ils ont fait un top 64 au J2, c'est ça? Ça, J2 Top 64, ils ont annoncé maintenant qu'on arrêtait un peu ce qui s'était fait à Milan, c'est-à-dire de faire un J2 que avec que par nombre de points. Par point, ouais. Donc là, on a eu un J2 en top 64 et donc c'est aussi ce qui a permis d'avoir une jolie diversité de leaders représentés sur le J2, ce qui était pas déplaisant non plus. Ouais, et puis c'était un peu plus raccord, je trouve, parce que comme il disait qu'il donnait des showcases aux meilleurs leaders des top 64, parce que là, du coup, tu as des gars qui avaient des showcases qui n'étaient pas à J2, c'était un peu. Ouais. Là, c'est un peu plus raccord avec leur idée de base. Et donc là, vous avez la représentativité du J2 avec des proportions qui sont à peu près les mêmes. Queenan en force sur ce J2. Et Queenan qui sera, je pense, on le voyait venir depuis un petit moment, le leader, un des leaders phares de ce set. Pas qu'aux États-Unis, chez nous aussi, il est très apprécié par les joueurs, ça, on l'a déjà remarqué. Au niveau. Queenland, c'est sympa parce que c'est ce qui te permet de jouer un mix entre le contrôle avec la end disruption, tu sais, la vraie, c'était la défausse, discard bien ciblé ou pas, et le côté aggro. Donc, c'est un leader qui te permet de te sentir bien, que tu sois joueur aggro ou que tu sois joueur plutôt contrôle. Donc, perso, c'est ce que j'avais joué à Milan, ça m'avait beaucoup plu. Ouais. Non, c'est un très bon leader. Et donc, c'est le leader le plus représenté avec 17%, 11 fois représenté. Et là, on arrive directement sur la belle surprise de ce top 64, c'est les Kira. Les Kira qui ont également débarqué en force. Des Kira qu'on avait un peu oubliés et qui sont quand même là. On va en discuter tout de suite après. On va juste mentionner aussi les Cat Bane, hein, les Cat Bane qui font vraiment leur retour. Je sais pas si toi tu avais déjà joué Cat Bane, mais c'est un leader qui est très apprécié. Il a toujours été très apprécié. Non, je l'ai jamais joué, mais c'est vrai que, enfin, je l'ai jamais joué en tournoi, en compète un peu, mais c'est vrai que c'est un leader qui est plaisant à jouer. Tu as beaucoup de synergie, donc tu t'ennuies pas quand tu joues Cat Bane. Ouais. Et même des Kylo, on a une belle représentativité. Le Bosque, hein, le Bosque qui est par contre que une fois dans le top 64. Et, et moi, le leader qui me fait toujours rire, c'est le Kazuda. Kazuda, il y a tout le monde qui en parle. Tout le monde en parle, tout le monde met en avant. Il n'y a jamais personne qui le joue et puis il perf pas du tout pour l'instant. Pour l'instant. Mais bon, voilà. La surprise que j'ai un peu, c'est la Rey. Les Rey, je trouve que c'est un peu un maître étalon de la méta en fait. Elle est toujours là en fait. Elle est toujours là. Mais là, comme tu le dis, la méta est tellement agressive qu'elle se fait un peu déborder. Est-ce que tu as un autre leader, toi, Voilà, qui t'a surpris? Bah, là déjà la Ray Tarkington, c'est quand même Rodney Stubb qui la joue, donc c'est un mec C'est pas n'importe qui. qui a l'habitude. Voilà, et on a vu aussi que c'est pas que les leaders jouaient, c'est aussi les pilotes qui font vraiment la différence. Et c'est ce qui fait toute la beauté du jeu. Moi, il y a deux leaders qui m'ont surpris. Alors, bon, on reparlera de Kira, mais les deux leaders qui m'ont vraiment surpris et donc j'étais content quand même. J'ai suivi avec beaucoup d'appétit et d'appétence le Vador 7.1 Datavolt de George Hudson qui lui a fait quelque chose de fabuleux.
il te jouait des General Hux, enfin, il t'a joué des cartes que tu vois nulle part ailleurs, sauf dans un deck un peu Captain Phasma, quoi. Et donc, il a vraiment accroché le haut de tableau. Il s'est très très bien battu. C'était magnifique à voir. Et puis le Vador jaune, Vador pilote jaune, qui est arrivé un peu comme ça, qui est arrivé un peu comme ça. On a eu une très belle représentativité du Vador jaune Ouais, sur les leaders qui sont passés en top 64. ouais. Il y a eu un très beau 4. taux de conversion, je crois qu'on est à 13 ou 14%. Donc c'est très bien et bah, ça laisse présager du bon pour la méta à venir. Et puis on voit que le jaune swarm un peu aérien fonctionne. Ça fonctionnait avec Piet, ça fonctionne aujourd'hui avec Doku aussi, qui a fait Ouais. à peu près un deck similaire. Donc voilà, les deux decks qui m'ont vraiment fait plaisir à voir, c'était ben, Vador et Vador. Ouais, au niveau du chat, effectivement, on met en avant le Doku, le Kylo double rouge, effectivement, Kylo aussi, c'est un leader qui a toujours plu, qui est représenté en 2 fois hein, au top 64. Et là, ça me permet de basculer sur tes compétences à toi, parce que si vous le savez pas, maintenant, Franz Palpatine a pris une petite plume d'écrivain et s'est mis à nous écrire des articles, des très bons articles, en plus bien documentés. Et il y a Le notamment Molière sur... du Star Wars. Donc je vous mettrai en vidéo, sur la vidéo YouTube, en description, ces publications, mais vous les trouvez déjà sur les différents groupes. Et cet article-là, enfin ce diagramme-là, il est vraiment très parlant. Et ça permet justement de reparler de la Kira. C'est le taux de conversion D1 Top 64. Donc en gros, c'est, pour l'expliquer, le pourcentage de chance de passer en J2 si vous jouez tel ou tel champion. C'est ça à peu près. C'est ça. Hein. Voilà, grosso modo, là, le taux de conversion, c'est le nombre, le pourcentage de personnes qui sont arrivées avec ce leader et qui sont arrivées à faire jour 2. Et donc là, on voit très bien qu'on a Kira donc on avait 22 Kira contre un peu plus de 60 Queenland Boss, par exemple. Et sur les 22 Kira, tu en as 10 qui sont arrivés J2, à peu près. Donc ça fait 41% contre seulement 21% de taux de conversion pour Queenland Boss. Et c'est là qu'on voit que Kira, alors Kira Datavolt, Kira ECL, c'était plutôt une Kira Datavolt qui était jouée sur Richmond, a cassé la baraque. Alors moi je pense que ça s'explique pour deux raisons. La première raison c'est que c'est un peu le pendant, soft control. Donc Palpatine ça passe pas, Pied Bleu ça passe pas. Vraiment, on est les parents pauvres au niveau contrôle, au niveau de la représentation et du taux de conversion. Mais Kira, ça gère très bien Sabine, ça gère très bien Queenlan et ça gère très bien les match-up contrôle mirror. Donc même si tu es un contrôle ou un hard control, tu peux te faire éclater par une Kira. Et donc c'est un peu cette quasi-versatilité de l'héroïne qui peut être aggro ou contrôle, qui fait que il y a un énorme taux de conversion. Et aussi le fait que ce soit joué par les leaders, par la team KTOD, y a joué pour beaucoup, puisque c'est une team qui s'entraîne énormément. C'est vraiment presque des professionnels du Star Wars Unlimited, Ah, ouais. qui sont arrivés en force avec les decks Kira, et puis ils ont renversé la méta comme des grands à Richmond. Ils ont propulsé Kira en haut de tableau. Et au final, Kira, avec un taux de conversion comme ça, tu vois bien que pour moi, c'est le leader à jouer si tu veux espérer faire un J2 à Lille. Effectivement. Après, c'est... comme tu dis, peut-être le petit bémol de ce que tu dis, c'est que c'est joué par des mecs qui tartinent, qui tartinent le jeu. Qui tartinent le jeu. En France, ils auraient un statut de professionnel. Hein. Aux États-Unis, voilà, ils tournent sur des tournois où ils gagnent des cash prize, et des gros cash prize. Des 500, 1000, 2000 dollars. Donc, ouais, on peut dire quasiment qu'ils sont pros. Donc, ils tartinent le jeu. Tu nous as fait même une belle vidéo là sur Kira. Hein. Je vous invite à aller voir si jamais vous voulez basculer sur Kira pour Lille. Je vous ai trouvé la liste que je vous mets à l'écran. Tiens, il y a Ewird là qui jouait justement Kira à ton tournoi là. Est-ce que la liste elle a un peu été modifiée? Non.
Moi, le gros ajout, c'est l'événement pour 5. Là, prenez le contrôle d'une unité et détruisez-la. Ça, c'est tellement fort, le nouvel événement. Pour 5 ou pour... Non, pour 5, ouais, pour 5. Ouais, c'est clair, hein. No Glory Only Result. Ouais. Alors, on voit aussi parmi le. C'est ce que j'explique dans la vidéo que j'ai faite. C'est que la vraie différence entre la Kira de Tata. La Kira Tata. Bon, ouais, il s'appelle John Tata. John Donc, Tata, ouais. entre sa Kira et les autres Kira qui ont fait J2, alors je dis qu'aucune liste n'est nulle, hein, ils ont fait J2, c'est très bien. Mais lui, il avait ce petit truc en plus, c'est qu'il jouait 3 lieutenants Schildsen et que sur à peu près 7 Kira qui ont fait top 32, 6 ou 7, il n'y avait que 2 listes qui jouaient lieutenant Schildsen. Tata qui jouait lieutenant Schildsen en x3 et l'autre qui le jouait en x2 en side pour gérer un peu plus les match-up aggro. Et tu retrouveras que il n'y a pas ECL et il n'y a pas le Long Pike. Le Long Pike qui a une vraie value en utilisant le CL et Tata l'a totalement exclu de sa liste. Ouais. Pour y glisser 3 Schildsen et il a sorti aussi un No Glory Only Result de son main deck pour le passer en side. Et il a les tréteaux rousses, ce qui fait qu'il a une certaine versatilité. Il peut aussi bien capturer un vaisseau avec un Shubakatsu que le tuer avec No Glory Only Result. Donc il y a une belle versatilité de la liste, très puissant et très peu d'accessoires sur la liste. T'as pas de scanning officer, t'as pas de Salacious Scrum, c'est de la puissance à l'état brut, et ça tabasse et ça passe à peu près puisqu'il fait top 6 avec cette jolie liste. Ouais, tout à fait. Donc Kira, effectivement. Même sur une Kira, ils arrivent à nous mettre de la puissance brute. Ils sont très forts, ces Américains. Ça tape, ça tape, ça tape. C'est des machines, qu'est-ce que tu veux. C'est des machines. Ok, bah du coup, ça nous permet de qui viennent, allez, on va les... Ça nous permet de basculer sur le top 8. Et aussi un beau graphique. Alors malheureusement, les deux Queenan se sont affrontés en première round du top 8. Donc premier et huitième, donc Mika et Ben. Mika qui va d'ailleurs finir en finale en fait. Hein. Et Tata qui tombe sur un Han vert. Donc le Han qui est représenté en deux fois, une fois vert, une fois jaune. 4 Bane. Anakin et une seule Sabine qui a... Alors, le taux de conversion de Sabine, tu l'avais ou pas? Je sais pas si tu l'avais mis sur ton article. Taux de conversion de Sabine, je crois que c'est 13% à peu près, entre 13 et 16%. Donc on est quand même sur un taux de conversion qui est beaucoup plus faible. Alors on a l'habitude de dire que Sabine c'est plus facile à jouer. Ça c'est peut-être moi qui le dis parce que je suis un joueur de Palpatine et que quand je me fais torcher par une Sabine, je me dis ah c'est trop facile. Mais non, c'est un leader qui a des mécaniques qui sont assez faciles, mais qui nécessitent quand même un taux de maîtrise et une connaissance des match-ups assez poussé parce que les games se jouent sur le fil du rasoir, notamment contre Queenlan. La finale était assez épique. Ça s'est joué à 1 PV, ça s'est terminé en 2-1. Et la game que la Sabine a perdue, c'est joué à 1 PV près. Donc vraiment, on est sur des games qui sont très serrés. Donc même si Sabine est un leader qui est assez aisé à prendre en main, il nécessite tout de même, et il faut l'accepter, une certaine maîtrise pour bien performer. Ouais, tout à fait. Et qu'est-ce que je voulais dire concernant juste le résultat de la méta. Ah, on a un petit abonnement. Merci à Noreno. Bienvenue. Hello Noreno. Ce qui fait extrêmement plaisir, c'est qu'on a... Je vous avais mis tout à l'heure le sondage. Quel archétype préférez-vous? Bah là, la chance, c'est que vous avez tous les archétypes qui sont représentés, à part le hard control, évidemment. Parce que méta un peu trop agressif à l'heure actuelle. Et que ça va trop vite, quoi. Ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Ce qui est peut-être pas plus mal pour les viewers. Hein. Les games durent pas 50 plombes.
Ouais, quand t'as un miroir de Bosque Bleu, je peux te dire que t'as le temps d'aller sortir le chien, faire la cuisine, aller endormir les gosses, tu reviens, c'est toujours pas fini. Donc, des fois, c'est vrai que pour le beau jeu, c'est un peu plus agréable. C'est un peu plus agréable, effectivement. Reno, je te remercie. C'était pas un follow, c'était un abonnement. Donc merci. Si vous avez des abonnements Twitch, hein, je suis preneur, n'hésitez pas. Ça, c'est le top 8. Donc, ouais, donc tous les archétypes sont représentés. Du très aggro, du mid tempo. Anakin, moi j'ai du mal à le classer. Je sais pas dans quel archétype toi tu le classerais. Mid tempo. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, Anakin, on est sur du mid-range, mais la vraie puissance d'Anakin, c'est que Anakin, ça tabasse les Han Solo en deux temps, trois mouvements. Ça résiste bien face à Sabine, mais par exemple, Anakin, on avait, je crois, un taux de conversion qui était dans les 6-7%. Donc on n'était pas non plus sur un leader qui était très joué, alors que bah, notamment en France, on a Digi Fei qui le joue, Hmm. on a d'autres joueurs comme Spielk qui était venu avec, même à Milan. Donc on a Qui avait des pas été joueurs d'un convaincu, je certain crois, hein. calibre Il avait pas été convaincu. qui en sont fans. Et ouais, voilà. Donc Anakin, ça peut être un peu compliqué aussi parce que tu as une end disruption avec Quinlan Vos qui fait que quand tu joues une base Colossus, tu es toujours en train de jouer au top deck. Et c'est quelque chose qui peut être assez épuisant, éprouvant pour un joueur. Mais ouais, non, on a une très belle diversité. J'aurais pensé qu'il y ait un peu plus de Anakin. Mais avec le retour sur le devant de la scène de Han Solo, qui avait un peu boudé récemment, notamment à cause de Django, le top, on va se retrouver peut-être avec un rééquilibre de la méta et le retour de Anakin sur le devant de la scène, peut-être, pourquoi pas. Ouais. Au niveau des leaders, bon, ça on en a discuté maintenant. Au niveau des bases, donc Tarkin Town est toujours évidemment à la pointe, hein, des bases les plus représentées. Et on a une excellente percée de Data Vault. Moi j'adore cette base. Franchement, la perte de pourcentage de taux de drop de vos cartes, parce que vous avez 10 cartes en plus, pour 3 PV en plus, vous les prenez tous les jours devant une méta tellement agressive en fait, hein. Et c'est clair. Et puis, comme on disait tout à l'heure un peu en off, moi je me souviens quand j'avais joué mon deck. Mon deck Palpatine bleu à l'époque jouait 54 cartes au lieu de 50. Tout le monde disait, mais hérésie, il faut pas jouer plus de 50 cartes, tu perds tes taux de drop. Et là, tu vois, pour 3 PV, tout le monde est prêt à mettre 10 cartes de plus dans son deck. Donc, au final, tout le monde s'y retrouve, je pense. Il n'y a pas, y a pas un drame, il n'y a pas péril dans la demeure parce que tu as quelques cartes de plus dans ton deck. Non, clairement Si pas. ce sont des cartes, enfin, ça dépend aussi de l'architecture de ton deck, hein, mais si tu n'as pas un deck à combo et que tu as un deck qui est plutôt fait pour essayer de garder du jus tout le temps, euh, ça passe énormément de Datavolt, hein, et elle est même préférée pour beaucoup à Command Center. Ouais, effectivement. Effectivement. On a Astier qui vient nous dire coucou, coucou, et on a Salut Noreno Astier. qui nous dit je t'ai joueur de Altered, mais j'arrive vers Star Wars. Ben, c'est bien, tu découvres un vrai TCG, c'est bien, c'est bien. Viens, viens, copain. Ah, en plus, il travaille bien pour faire le PQ de Aubagne. Ah, Alors écoute, ben, bonne chance à toi et bon courage, hein. Tu diras ce que tu veux jouer aussi. ouais, ouais, tu t'es déjà parti sur quel leader? Euh, donc juste pour revenir sur Richmond, sur la phase finale. Donc la finale, c'est Quinlan Sabine, comme tu le disais. Et la Sabine, si tu veux qu'on en parle un peu, ils nous ont sorti une Ouais, Sabine classique plus, on va dire une classique rebelle, hein, beaucoup de rebelles. Il y a une carte là qui est super. un peu atypique, c'est peut-être le Sundari qu'on voyait un peu moins, mais Oui, qui a beaucoup servi à Sabine, notamment.
notamment sur la phase finale, un petit ECL sur le Sundari Peacekeeper qui permet, quand tu fais la race, de finir une unité qui a 3 d'attaque ou 3 PV, bien sûr, et de garder ton unité en vie. Tu as le Restore 2. Donc, ça te permet un peu de sustain, un peu de teneur, de tenabilité, et aussi de pouvoir venir trade avec avec des unités de early game qui t'embêtent un peu. Et aussi, tu remarqueras qu'on a la première carte en haut à gauche, j'ai oublié le nom. Les médailles, là? Donc, voilà, exactement, la cérémonie de remise de médailles. Ouais. Et, Le et départ à donc, la retraite. Le pot de départ à la retraite. et bon, t'as 2 Darksaber. Alors, il y a certaines listes qui avaient préféré rentrer le sabre Jedi, le sabre de général, le General Blade, pardon, à la place des Darksaber. Là, elle joue le Darksaber. Ça met une pression permanente. Tu sais jamais autour de déploiement de Sabine. Tu n'oses jamais jouer avant que Sabine se soit déployée et pour voir si elle s'est mis un sabre dessus ou pas. Donc ça permet, même si tu ne l'as pas en main, de garder un peu une pression. Et 2 timely interventions qui ont été aussi jouées d'une main de maître pendant Mm. cette finale. Et ce sont notamment ces timely interventions qui ont permis aux joueurs de Sabine de remporter la partie, jouer en smuggle, quand tu as plus trop de jus, que tu as encore du vrai cœur ou du K2SO en main, ça peut faire la différence. Donc Timely Intervention, pour moi, c'était la carte qui a vraiment bouleversé cette finale. Et après, le reste de la liste qui était plutôt classique, mais le Sabine Masterpiece aussi, qui a fait le café, faut le dire. Puisque ECL sur Sabine Masterpiece, quand tu as posé une unité, qu'elle soit verte ou rouge, mais plutôt verte, ECL sur Sabine Masterpiece tour 2, ça te permet d'avoir une 4-4 aérienne qui vient tuer le Faucon Millennium. Ouais. C'est ce Et qu'il a ça, fait d'ailleurs, c'est ce qu'il fait, je crois. c'est hyper important. Ouais. Je crois qu'il le fait. Il le fait à un moment en finale même, je crois, hein, sur un faucon. C'est ça. Ouais. Donc Sabine. Disparition, pour discuter un peu plus largement, disparition claire et nette actuellement de l'Ultra Control. On l'évoquait tout à l'heure. On va regarder un peu les pourcentages. Je vais juste aller revoir ça. Tac. Tac. Au niveau des pourcentages, au départ, on avait... non, ça c'est toi. Au total, on avait même... ouais, en fait, ils sont même pas partis dès le départ, en fait. Hein. Ils sont pas du tout partis sur le hard control. Hein. Ouais, non, non, on avait très peu de boss, très peu Ouais, de palpas, très peu de piètes. j'en vois très peu dès Pas le pour les départ, en joueurs de fait. hard control, les ricains. Ouais, ils comprennent pas. C'est trop sophistiqué. Au niveau des stats, c'est vrai que les leaders de contrôle... Palpatine à 3%. Voilà, c'est le premier leader de contrôle que vous avez. Palpatine à 3%. Là où, je Grand suis, regret. là où je suis surpris, c'est les piètes. Il y a 0% de piètes. Piètes ne passe pas du tout le cap. Ben non, 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 ni Piet, ni Palpa ne passe le cap du jour 2. Piet, ça peut aussi s'expliquer par ce taux quand même assez faramineux de Quinlan Voss, hein, qui est un match-up qui est quand même désastreux pour eux. La difficulté de gérer Sabine si le Piet bleu n'a pas son No Glory Only Result. Sabine qui peut switcher d'une arène à l'autre. Donc, si tu joues contre Piet, tu vas peut-être pas forcément poser des vaisseaux qui vont se prendre des capital ships tour 2 ou 3. Donc, non, non, c'est assez compliqué à gérer comme match-up pour les Piet. La méta est assez embêtante pour eux. Ouais. Et puis, pareil, on avait un très fort taux de Luke Skywalker qui se sont fait exploser. Lavé. Ils se sont fait sortir. Là, ça voulait la showcase, et ben voilà. Donc, Ouais, parce que c'est 0, hein. C'est 0, je crois, qu'il passe en J2. je crois bien que c'est 0 Luke Skywalker. Ouais. Oui, oui, il est plus là. Il y a que le Vador qui aura eu sa showcase. Comme quoi, finalement, Ouais. dominant c'était Luke, et ben ici c'est Vador. Ouais, 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 ouais.
effectivement. Bon. Au niveau du chat, dites-moi un peu ce que vous pensez de cette méta complètement éclatée. Toi, ça te plaît? De ne pas pouvoir lire la méta, de voir tout type de leader qui arrive. On peut pas lire la méta, il y a quand même... Mhm. Voilà, on sait quand même que ça va vite, quoi. Ça va vite, t'as pas trop le temps de niaiser, quoi. Hein. Ouais, ça a un côté un peu excitant. Voilà, bon, c'est vrai que des fois on se dit, quand il y avait Boba, feu Boba, au moins tu savais à quoi t'attendre. Tu savais que si tu jouais pas Boba, fallait jouer contre Boba. Bon, là, c'est un peu disparate, on sait pas trop à quoi s'attendre, mais ça, c'est un petit kiff quand même. C'est vraiment sympa et tu te dis que au moins tu vas pas passer la même journée de tournoi tout le tournoi. Voilà. Ça, c'est clair que j'imagine les gars qui ont participé là, chaque partie, t'as dû affronter un leader différent quasiment, quoi. Au moins jusqu'au 6e, 7e game, t'as dû affronter tout type de leader, c'est vachement cool. Ouais, c'est clair. Ça change C'est des... clair, ça change de Milan. Ça change de Ah, moi, Django. Milan, je peux pas me plaindre parce que Milan, j'ai pas affronté Django. J'ai affronté que de Django sur toute ma journée. Oui, mais toi, tu le jouais, vilain. Moi, je le jouais, ouais. Mais je jouais un Django gentil, tu vois. Je suis le seul qui a pas réussi à perfer avec, donc... ok. Ouais, non, franchement, ouais, ils aiment bien. Euh, Effectivement, là, Noreno nous... Alors, Noreno, tu connais pas Star Wars, mais tu parles déjà de sideboard, donc à mon avis, tu as quand même une petite expérience. Tu trouves pas que là, du coup, on met en avant un peu la limite du side à 10 cartes dans Star Wars, avec une méta comme ça? C'est vrai que c'est compliqué. Même si tu regardes la liste du Kira Datavolt qui a perf, en fait, tu te rends compte qu'il a 3 top targets et que le reste, c'est du anti-control, quoi. Quasiment, bon, à part le No Glory de plus. Et c'est vrai que si tu joues pas une base à 60 cartes, très limité avec 10 cartes en side. Alors, ça a ce côté aussi de je prévois la méta, je fais des calls et je fais pas que des calls sur mon deck. C'est-à-dire que il faut bien que les gens comprennent que le side, c'est un élément à part entière de ton deck et que ça se travaille. Et qu'un deck bien side peut gagner contre un match-up contre lequel il n'est pas censé avoir l'avantage. Donc, c'est peut-être la leçon de tout ça, c'est que ben, travaillez votre side, les gars. Ne mettez pas n'importe quoi. Genre, tiens, allez, 3 Crate, 3 Relentless, 3 Avengers. Tu vois, il faut vraiment bien calculer. Et chaque place dans ton deck et dans ton side est chère. Voilà. Donc, il faut faire des choix. Ouais, ouais. Mais effectivement, et encore plus face à une méta complètement éclatée où il faut bien connaître vos match-up, hein, les adversaires, savoir quelle carte rentrer, parce que là, ça peut vraiment faire la différence. On n'est pas dans du... voilà, on a l'habitude d'affronter ce type de deck, on sait quelle carte rentrer, quelle carte sortir, là, il va falloir vraiment s'adapter. Et je pense qu'on risque d'avoir vraiment des games qui vont commencer à se perdre sur un mauvais choix de side, en fait. Sur une mauvaise lecture de l'adversaire. Et ouais, ça va être vraiment intéressant. Ok. Bah écoutez, voilà, le petit retour de Richmond, une méta très fraîche. Franchement, je pense qu'on... Voilà. On a eu des métas dominées par des S tiers. On a actuellement une méta qui n'est pas forcément dominée par Sabine, qui est assez ouverte. On a eu les deux sauces. Ceux qui ont commencé à jouer dès le départ ont connu les deux ambiances, deux salles, deux ambiances. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, cette ambiance est très fraîche, très rafraîchissante. Moi, ça me va. Moi, personnellement, ça me va de me dire on peut tous plus ou moins parfait en maîtrisant un deck, quoi. Moi aussi, je suis très content de la méta pour le moment. Voilà. Ok. Alors, il y a une petite pub en cours, les gars, mais si vous êtes abonné à la chaîne, normalement, vous n'aurez pas de pub. Euh, Est-ce que tu avais quelque chose à dire de ton côté encore? Non, bah écoute, On a bien débriefé le truc. broussaillé un peu tout ça, hein, Ouais. C'est donc, effectivement, il y aura de la lecture, il y aura plein de choses. Si une analyse un peu plus détaillée vous intéresse,
moi, je peux que vous inviter à aller lire ce magnifique article hein, fait par notre invité du soir, donc French Palpatine, très bien documenté, des beaux tableaux bien clairs. Ça manquait un peu d'articles écrits, je trouve, au niveau de la communauté francophone. Tu prends ce créneau-là. Je suis très très content. Et évidemment, tu sais bien que je te mettrai toujours en avant. Et en plus, ces articles sont saupoudrés de ta touche d'humour. Donc franchement, ça n'enlève rien. Bravo à toi. Et vraiment, les gars, je vous invite à aller voir Merci cet beaucoup. article. En fait, le lien du site, il est très simple, hein, c'est www.thefrenchpalpa.tv. Tiens, Voilà. je te le mets Comme ça, je te le mets dans le chat là. Tu l'as directement. super. Voilà. Est-ce que tu as le temps de te faire une petite game? Mais allez, tu veux jouer contre quoi? Ce que tu veux. Ce que tu veux t'entraîner. Moi, je pars toujours sur mon boss. Si vous voulez regarder une petite game, on enchaîne. Alors, je vais juste. Ouais, vas-y. Prendre un leader que je joue pas trop d'habitude. Enfin, que j'adore jouer, mais mais sur lequel je suis pas convaincu pour le moment. Que je m'entraîne toujours beaucoup avec. Je pense que tu l'as déjà vu de toute façon. Alors, le temps qu'on se prépare, moi je vous rappelle que si vous souhaitez que je mette en avant des tournois ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. On a notamment le tournoi des Bescars à Eto qui aura lieu le 17 mai, que je vous invite à aller rejoindre. Vous aurez le lien en commentaire de la vidéo YouTube. Et il y a également le PQ de Bourges qui aura lieu le 11 mai. Il reste des places. Donc n'hésitez pas à vous inscrire également et à nous rejoindre sur nos différents réseaux si ce n'est pas encore fait. Twitch et YouTube pour le contenu vidéo et le Discord pour la communication. Les liens sont en commentaire de la vidéo YouTube et je vais vous mettre là dans le chat. Je change juste la configuration. J'aurai que ton son, par contre on ne verra plus ton magnifique décor qui a été avec ta belle chemise. Ouais, regarde ça. Ah regarde ouais, ça, d'accord. ça. Ah oui, bah, le Han, il est là. Ouais. D'accord. Magnifique. Je l'ai dans la carbonite, lui. Comme ça. C'est chez toi ou c'est à la boutique, ça? Non, c'est chez toi. Non, ça, c'est la boutique, ça. C'est la boutique, ça? Ah ouais, très belle boutique. Ah bah, alors, redis-nous ta boutique, où elle se situe exactement? Ouais, alors, c'est à Brunois, dans l'Essonne, 91 800. Ça s'appelle le Santa Geek Café. Voilà, vous serez très bien accueillis là-bas. Je change mes scènes, donc ça va peut-être un peu couper.